Eh bien, chers collègues, chers étudiants, bienvenue à cette troisième conférence dans le cadre du projet ARFAGRI-PUMA, projet universitaire de mobilité en agroécologie, porté par AgroCampus Ouest, l'Institut Agro et la FAOBA, et qui fédère 6 partenaires français: AgroCampus Ouest, Institut Agro, AgroParisTech, Bordeaux Sciences Agro, BET AgroSup, AgroSup Dijon et Uni-La-Salle, ainsi que 4 universités argentines: la faculté d'agronomie de l'Université de Buenos Aires, l'Université nationale de Rosario, l'Université nationale de Cuyo, Mendoza, et l'Université nationale du Nord-Est. Pour la traduction, vous pouvez sélectionner dans le menu, dans la barre en bas de votre écran, en cliquant sur Interprétation pour avoir la traduction en français ou en espagnol. Mariela? Ce projet était initié en 2015 et se trouve à sa phase finale. Il a permis de financer la mobilité étudiante et scientifique parmi les 10 partenaires. Afin de clôturer ce projet, nous avons proposé un cycle de conférences, une par mois, le deuxième mardi de chaque mois, de 9h30 à 10h30 horaire argentine, ce qui correspond à 14h, 15h30 horaire français. De conferencias pretende informar, pero también despertar deseos de colaboración educativa y científica. Queremos agradecer particularmente a los responsables franceses y argentinos del programa ARPAGRI, así como a la Embajada de Francia en Argentina por el apoyo hacia las conferencias y la traducción simultánea francés-español. Muchas gracias. Bien, buenos días. Vamos a pasar a la presentación de la conferencia de hoy. Vamos a compartir esta presentación que corresponde a... Perdón. A los avances en agroecología, en investigación en agroecología en la Universidad Nacional. Au sein de l'Université nationale du Nord-Est argentin. Je me présente, je m'appelle Maria Esperanza Sartor. Je suis responsable de la coopération internationale de l'Université des sciences agronomiques de l'Université citée. Avant de commencer les conférences d'aujourd'hui, nous voulions partager avec vous une petite vidéo institutionnelle afin que vous connaissiez un peu notre faculté et notre université. La intensidad de la necesidad de ciencias agrarias se orienta en el campo carrera de la ciudad dependiente de la Argentina y su área de influencia abarca la provincia de la Argentina. Su oferta académica de grado son las carreras de Ingeniería Industrial y Ingeniería Agronómica. Entre sus ofertas de entrada se encuentran la licenciatura en manejo de recursos vegetales, la maestría en producción vegetal y el doctorado en recursos naturales. Bien, esas son algunas imágenes de nuestro... Voici quelques images de notre campus et de notre champ d'expérimentation que nous voulions partager avec vous. Avant de démarrer la série de conférences d'aujourd'hui, nous voulions vous prévenir que vous pouvez partager vos remarques ou
vos commentaires sur le chat et à la fin des 3 expositions d'aujourd'hui, ces questions vont être répondues. Je passe maintenant la parole à la première conférencière qui va être donnée par l'ingénieure Natalia Alves, qui est ingénieure agronome et puis elle est diplômée en éducation pour la conservation du territoire. Et aujourd'hui, elle va nous parler de l'évaluation des polycultures maraîchères agroécologiques du nord-est argentin. Bienvenue Natalia et vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour cette invitation et merci à toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Comme Maria a dit, ce travail a été réalisé avec l'ingénieure Paola Alayon-Loises, qui appartient également à la chaire de fruticulture de la faculté des sciences agronomiques. Et ce travail a porté sur l'évaluation des polycultures maraîchères dans le nord-est argentin. Perdón, ¿vos la ves? ¿Pasó? No, ahí. Voilà. Nous parlons fréquemment du besoin de diversifier la production dans les différentes strates des producteurs, tout en cherchant que les producteurs puissent avoir des revenus tout au long de l'année et en plus que ces familles qui produisent uniquement pour leur consommation personnelle puissent également atteindre une diète équilibrée à travers la diversification productive. Ce que nous avons fait dans le cadre de ce travail, c'est d'évaluer des cultures maraîchères sous la canopée de différents arbres fruitiers de la région. Nous savons également que les résultats des interactions dans les agroécosystèmes sont très influencés par des conditions environnementales. Voilà pourquoi il faut évaluer ces systèmes tout en faisant attention aux caractéristiques spécifiques de chaque combinaison. Qu'est-ce que nous avons fait alors? Nous avons évalué l'interaction entre des espèces autochtones, des végétaux ligneux comme l'aguaï, le guayavier, Ñangapiri et le nèfle. Ce n'est pas un arbre autochtone, mais c'est un arbre naturalisé dans la région et on les a combinés avec des légumes comme le persil, le radis, le pois aussi. Pour sélectionner ces légumes, nous avons pensé à la possibilité d'avoir des organes différents à profiter, n'est-ce pas? Dans le cas du pois, par exemple, c'est le fruit dont nous avons profité. Les arbres fruitiers, pour leur part, sont très acceptés et très consommés dans cette région en tant que fruits frais et aussi pour la production de produits élaborés tels des confitures. Donc, comme indique le titre de la présentation, le but de ce travail était d'évaluer le comportement de ces espèces maraîchères sous les arbres fruitiers ligneux choisis. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que ma connexion marque qu'elle est instable. Parfait. Bon, je continue alors.
Dans ce travail, nous avons évalué, on a suivi différentes démarches afin d'évaluer ces co-associations. Nous avons évalué d'une part l'ensoleillement photosynthétiquement actif, par ailleurs l'apport des feuilles mortes pour les arbres fruitiers, d'autre part le développement de la végétation spontanée sur place, et je vais ensuite vous raconter tout ça en détail. Nous pouvons observer sur ces images les différents arbres fruitiers et la combinaison avec les cultures maraîchères que nous avons fait d'une façon circulaire sous chaque arbre dans le but d'avoir des résultats davantage objectifs et à deux distances différentes du tronc. On peut voir sur les images un agouaï avec la combinaison du radis et un nèfle qui a quelques fils où les pois pouvaient s'adhérer. L'idée, en l'occurrence, était de profiter de l'arbre fruitier pour le développement de l'espèce maraîchère. Dans l'agouaï, le goyave et le nèfle, nous avons trouvé qu'ils représentent une alternative très importante pour la production agroécologique des cultures maraîchères. Ça, c'est le résultat principal. Ce travail a été développé dans une parcelle de fruits, des arbres fruitiers ligneux non traditionnels. Sur cette présentation, on peut voir un graphe de comment les espèces ont été partagées. Nous avons fait ça dans le campus expérimental de notre université qui dispose d'un lot pour des fruitiers non traditionnels implantés en 1994. Et pendant les mois de février à septembre 2016, nous avons évalué des associations de ces arbres fruitiers combinés avec des espèces maraîchères saisonnières. Donc, nous avons partagé cette parcelle en 4 parties pour chaque espèce fruitière et au hasard, nous avons sélectionné 6 arbres adultes de la même espèce en pleine production sur chaque frange. Et ces espèces choisies ont été combinées avec les cultures maraîchères qui étaient placées sous la couverture de la canopée. Et on a choisi 2 exemplaires pour chaque espèce. Ces cultures ont été implantées de façon circulaire à 1 mètre du tronc et à 1,80 m de distance. Et en tant que témoin, comme on peut voir sur le graphe, on a pris les mêmes cultures maraîchères, mais sans l'incidence des arbres fruitiers sur une partie de la parcelle qui était libre. Et on a gardé les mêmes dimensions que pour les cultures placées sous les arbres. Donc, comme je viens de dire, nous avons fait des déterminations de rayonnement disponibles pour les légumineuses. Nous avons, pour mesurer cette part, nous avons fait des mesures dans le but d'évaluer l'ombrage fourni par chaque arbre. On peut voir les informations
sur ces tableaux, 100% de ce rayonnement photosynthétiquement actif, 1550 micromoles par mètre carré par seconde, ça c'est en extérieur. Et on peut voir que pour le goyave, le rayonnement pour les branches primaires était de 18% jusqu'à 25% pour les cultures maraîchères. Ceci est dû à la densité de la cime du goyave qui est différent par rapport à des cimes qui sont plus denses comme celle de l'aguaï ou du nèfle. Pour les branches primaires, à ce niveau-là, le pourcentage de rayonnement n'a pas beaucoup varié pour les deux hauteurs estimées. Ensuite, nous avons pris des échantillons du sol pour analyser l'apport en feuilles mortes. Donc, on a pris un échantillon composé, on a retiré la feuille morte de 0 à 20 cm du sol de profondeur. Et sur tous les échantillons, on a observé un pH léger ou moyennement acide avec des niveaux plutôt alcalins sur le nèfle et le nyangapiri et les pH plus acides étaient sous l'aguaï et le goyave. Dans toutes les espèces, il y a eu des niveaux et un apport de matière organique qu'on peut observer. Il y a une différence avec un potager traditionnel. Et en l'occurrence, le nèfle et les goyaves ont eu les résultats les plus élevés quant à la matière organique. Ensuite, on a détecté des nutriments spécifiques sous chaque arbre. Sous l'aguaï, on a trouvé du phosphore. Sous le goyave, on a trouvé du potassium, du calcium sous le nèfle. Et le nyangapiri a pour sa part montré une teneur en magnésium. Pour ce qui est de la végétation spontanée, même si cette présentation ne montre pas les valeurs, je peux vous dire qu'elle était gardée à des niveaux réguliers et pour l'aguaï et le nyangapiri, c'était très abondant et le couvert a atteint un niveau de 40 à 60%. Quant au rendement, à la croissance et au développement, dans l'interaction avec l'aguaï, malgré le couvert sous l'arbre fruitier, les graines n'ont pas eu de problème pour germer et on a pu observer que les espèces ont eu une croissance rapide et un bon développement. Elles ont montré un effet positif qui a pu être constaté sur les résultats obtenus. Dans le cas du goyave, on a observé une croissance normale et un développement des plantes maraîchères, sauf pour le cas du radis, dont les bulbes ont eu des tailles différentes, probablement suite au travail des racines. Et pour parler maintenant du nyangapiri, on a détecté la présence d'insectes, probablement à cause d'une composante dans les feuilles mortes. Et le radis pour le nyangapiri a eu des problèmes sur les tiges, probablement dû à l'ombrage et aux restes végétaux dans le sol qui a porté atteinte au développement postérieur. Donc, la récolte n'a pas été importante
Et dans l'interaction avec le NEFL, on a eu une croissance rapide, un bon développement pour les pois. Au bout de 90 jours, elles ont atteint le moment parfait pour leur récolte. En général, sous les nèfles, aucune espèce n'a pas abouti dans le périmètre près du tronc, plus près du tronc, probablement à cause des feuilles mortes, ce qui a empêché le développement des espèces. Si on compare cela avec le potager témoin, le développement du radis était très bon, il a poussé rapidement, ce qui a permis une récolte au bout de 35 jours après le semis. Pourtant, en revanche, le persil était très faible, son rendement, et les petits pois a eu un développement très irrégulier. Les cultures maraîchères ont eu leur point de maturation optimal et on a fait la récolte de façon manuelle. Ensuite, ceci a été quantifié. Pour l'aguaï et le persil, le résultat était positif. C'était possible de réaliser 2 récoltes. Pour les cultures qui étaient sous le Nyangapiri et le potager témoin, le rendement était très faible et on peut mentionner l'interaction aguaï, radis, goyave, persil, nèfle et pois ont eu les meilleurs résultats observés au moment de la récolte. Les observations que nous avons pu mener ont permis de déterminer des résultats par rapport à la réponse agronomique de ces combinaisons arbres fruitiers et cultures maraîchères. Ce tableau comparatif est un résumé de ces observations pour évaluer cette interaction. On voit que c'est très positif lorsque l'interaction était favorable et a permis la croissance et le développement des cultures maraîchères, comme les cas que je viens de citer. Voilà, positif, c'est 2 signes positifs. Voilà, c'est 3 signes, 2 signes, 1 signe positif en fonction des résultats obtenus. Peu positif, c'est lorsqu'on met juste un signe et c'est quand il y a des inconvénients, et négatif, c'est lorsque l'interaction était défavorable et la récolte n'était pas satisfaisante. Donc, sur les résultats, l'aguaï, le goyave et le nèfle ont eu une meilleure performance par rapport à la combinaison proposée avec les cultures maraîchères. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Vous avez mon adresse mail et j'attends vos réponses à la fin de la présentation. Merci beaucoup, Natalia. C'était très clair et c'était très intéressant. Maintenant, on va passer la parole à l'ingénieure agronome, docteur Maria Gabriela Lopez, qui va partager son travail, le travail de son équipe. Docteur en ressources naturelles et directrice du Centre des Adventistes de la Faculté des sciences agronomiques. Elle est professeure, maître de conférences et professeure adjointe d'une matière au sein de l'université. Aujourd'hui,
Elle va nous parler du diagnostic et la bioécologie des adventistes dans des cultures régionales, vers une agroécologie et vers une taxonomie des cyperacées. Bienvenue, Gabriela, et vous pouvez nous parler de votre travail. Bonjour. Dans le cadre de ce projet dont Marita vous a parlé, depuis notre centre des adventistes de la faculté des sciences agronomiques, nous travaillons avec un groupe de chercheurs, de boursiers, doctorants et élèves. Nous travaillons donc, nous développons des études sur les adventistes présentes dans les cultures importantes de la région, telles le riz, le maté et le coton. Récemment, nous intégrons également des études sur le tournesol, le soja et les agrumes. Même si les adventistes supposent une contrainte importante pour la production des cultures, elles ont un rôle fondamental dans la biodiversité des agroécosystèmes. Elles fournissent également des services écosystémiques. Reconnaître l'importance de beaucoup d'espèces spontanées implique de dépasser la conception traditionnelle de mauvaises herbes et comprendre les processus et les facteurs qui expliquent leur présence. La gestion des adventices basée sur des principes écologiques est d'une importance capitale pour pouvoir atteindre les objectifs d'une agriculture durable qui va garantir la sûreté alimentaire mondiale et la préservation de l'environnement. Dans cette étude agroécologique de la dynamique des mauvaises herbes, il est vital d'étudier le banc des propagules, communément dénommé banc de semences. Sous cette prémisse, à chaque fois que nous entamons les études sur les adventistes de chaque culture, nous faisons un recensement des mauvaises herbes qui sont présentes dans cet agroécosystème. C'est ainsi qu'on reconnaît la biodiversité dans chaque culture et on réalise également des études de surveillance. Toutes ces informations que nous collectons et projetées ou utilisées, aussi bien les techniques, aussi bien on partage ces informations avec les producteurs à travers des formations qu'on organise. En tant que point de départ, on produit des guides d'identification des mauvaises herbes pour chaque région. Nous faisons en même temps des guides pour identifier la dispersion ou la diaspora afin de pouvoir mener les études sur les bancs de semences. Pour ce qui est du riz, nous avons déjà publié un guide d'identification pour cette culture. On y voit l'image de la couverture. Donc, on fournit des clés d'identification et pour chaque espèce, on montre des images de tout l'état de développement de
de chaque espèce. Ce guide est composé de 81 espèces d'adventices pour le riz. Nous prévoyons de publier par la suite un livre sur l'écologie du riz pour se diriger vers une agriculture durable. Nous faisons actuellement des études pour les espèces Cyperus esculentus, qui est une espèce, une adventice très importante au niveau mondial, qui touche non seulement des cultures sèches, comme des cultures d'inondation comme le riz. Pour cette espèce, on évalue son phénologie ainsi que son phénotype, sa plasticité phénotypique. Ceci est étudié dans le cadre d'une thèse et, comme je vous disais, le banc de semences, le banc de propagules est très important et donc on étudie à propos de ça les stratégies des histoires de vie qui favorisent la formation de ces propagules. Parce que Cyperus eculentus, sa forme de propagation principale est végétative. Elle forme des tubercules qui, à l'époque favorable, en temps de labourage, germent fortement parce qu'il y a une production très importante de tubercules, comme je viens de dire. On étudie d'autres cyperacées qui touchent beaucoup la culture du riz, c'est Cyperus pyria. Cette espèce est annuelle et non pas pérenne, mais elle produit une grande quantité de graines et dont la plupart sont viables et produit par conséquent une infestation très importante et affecte des cultures de riz dans le monde entier. Le projet fait partie d'une thèse de doctorat et où on étudie des aspects de distribution de cette espèce par rapport aux propriétés du sol. Quelle est l'incidence des propriétés chimiques et physiques du sol qui fait que cet adventice peut prospérer? Et on y évalue également des aspects environnementaux qui favorisent cet adventice et on étudie le banc de sémences dans le but de prédire son apparition dans la culture et pouvoir anticiper sa maîtrise. On étudie la composition et la densité du banc de sémences. On fait également des essais de recensement et distribution d'adventices sur des parcelles de riz. On utilise les indices de végétation RDVI, indice différentiel de végétation normalisée, et ceci est calculé à partir d'images de haute définition obtenues par des véhicules aériens sans pilote, ce qu'on appelle normalement drones. Ces valeurs vont de -1 à 1 et en fonction de la valeur de l'adventice et de la culture qui vont être différentes, on peut différencier les deux variables. Ces informations vont nous permettre d'avoir les patrons de distribution des adventices.
par rapport aux cultures voulues. Donc, ceci est fait dans le campus de l'université qui a un module pour le riz qu'on peut voir sur l'image supérieure. Le drone utilisé est le Phantom 4 Pro et on peut observer sur l'image en haut les tonalités de vert. Voilà, c'est le orthomosaïque qu'on peut obtenir à partir du drone. À droite, en jaune, on peut observer la carte NDVI amplifiée sur cette image. Donc, on y voit la photographie. Au moment où ce vol a été fait, il y avait une infestation importante d'adventices et ça, on peut le voir sur le coloris aussi bien de l'orthomosaïque que sur la carte NDVI. Pour ce qui est du maté, c'est aussi étudié dans le cadre d'une thèse de doctorat et le projet, c'est le recensement justement des mauvaises herbes sur Ilex paraguayensis dans le nord-est de l'Argentine et bioécologie des phanérophytes grimpantes. Avec cette thèse, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des informations, des connaissances sur la composition des communautés végétales dans les agroécosystèmes de Maté, dans la province de Misiones. Et parmi ces taxons présents, il y en aura qui vont être des adventices et d'autres vont avoir une importance pour leur rôle de couvert végétal. Une gestion correcte de tout ça va permettre de diminuer l'érosion hydrique qui est une caractéristique importante dans la province de Misiones où cet arbre est cultivé, puisque la topographie comporte des plaines et des plateaux. Parmi les adventices du maté, on a les plantes grimpantes. Les espèces grimpantes comportent des plantes grimpantes et des plantes volubles. Celles-ci sont très problématiques pour le maté et les gérer est très difficile. C'est pourquoi c'est très important de pouvoir connaître ces espèces, connaître leur bioécologie, et c'est ça qu'on étudie à partir de cette thèse. En plus, ces adventices affectent également d'autres cultures de la région. Cette étude, même si on le fait sur le maté, va être utile pour d'autres cultures de notre région. On peut dire également que comme le maté est une culture autochtone et très liée au savoir traditionnel, l'aspect culturel local est très important. Et ces savoirs sont intégrés dans les recensements que nous on mène. Ces images montrent la première, comment on fait les recensements des adventices. Ensuite, on voit le maté. Et la dernière image montre un couvert pour le maté, un essai qu'on mène avec Arakis pintoi. On fait des essais de couvert avec Arakis pintoi, Stylosanthis capitata et Yanek. Avec ce travail, on évalue
comment ce couvert peut protéger contre l'érosion hydrique, aussi en tant que régulateur thermique et conservateur d'humidité du sol, et comme des apports de matière organique et de l'azote au sol. Et ces cultures de couverture sont, la façon dont ils sont gérés peuvent attirer des arthropodes qui sont bénéfiques pour l'agroécosystème. Pour ce qui est de la culture du coton, ça aussi c'est fait dans le cadre d'une thèse. Le projet était la taxonomie et bioécologie d'Adventice dans un agroécosystème cotonnier dans la province du Chaco. La gestion des adventices pour la culture du coton est un point critique. Bien sûr, c'est une gestion qui est importante sur d'autres cultures, mais ce travail vise à appliquer une approche agroécologique au problème des adventices, partant d'une identification adéquate des taxons des adventices qui affectent la culture. Les attributs bioécologiques ont été décrits, spécifiques, de 63 espèces considérées comme des mauvaises herbes. Les attributs étudiés sont de type végétatif, reproductif et agricole spécifiquement. Parmi les végétatifs, il y a les formes de vie, le cycle de vie. Parmi les reproductifs, l'époque de fructification, l'existence des propagules asexuels et la présence d'organes de réserve et les formes de dispersion. Et parmi les paramètres agricoles, on a étudié la résistance à l'herbicide et la taille relative de l'adventice par rapport à la culture. Avec ce travail, il est en cours en passe d'être publié et par la suite, il y aura une guide d'identification des adventices pour la culture du coton, tel qu'on a fait pour le riz. C'est le même format. Et il y a recensé 84 espèces. Pour finir, j'aimerais remercier l'ingénieur agronome Rafael Lobato Echeverría, à l'ingénieur Marcos Davalos, Arton Bucco, Lucas Roggio, Ricardo Bani, mademoiselle aussi Gabriela Gomez et tous les élèves qui font partie de cette équipe. Ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir gérer les adventices d'une manière agroécologique et que toutes ces études permettent de fournir à la société des outils pour pouvoir gérer les mauvaises herbes sans polluer notre environnement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Gabriela. Ta vision, ta perspective était très intéressante. Et le fait aussi d'avoir des étudiants qui rejoignent votre travail, c'est très important. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la dernière conférence. Elle allait être présentée par Maria Candida Iglesias, mais en l'occurrence, c'est l'ingénieure agronome Natalia Ambrogio qui va le présenter.
Elle est spécialiste en journalisme agraire. Elle fait partie de l'équipe de presse et diffusion de l'Institut agrotechnique Pedro Fuentes Godó, qui relève de l'Université des sciences agronomiques également. Natalia, bienvenue. Merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation et je te laisse présenter ce grand projet, l'agroécologie est dans l'air. Merci beaucoup, Marita. Bonjour et merci de me permettre de raconter cette expérience. L'ingénieur Iglesias est la directrice de l'Institut agrotechnique qui dépend de la faculté des sciences agronomiques et nous avons des bureaux et des laboratoires à Resistencia et près de Corrientes. Je voudrais vous raconter le pourquoi de ce nom. L'agroécologie est dans l'air. Depuis 7 ans, nous avons une émission de radio qui s'appelle L'heure du agrotechnique. Et on y fait une diffusion de tout sujet lié au monde agricole. On fait connaître les activités de notre institut et de l'université. Et nous faisons le pont également avec d'autres universités et des acteurs du secteur qui veulent faire connaître leurs activités. En parallèle, avec Madame Iglesias, nous sommes ensemble dans les projets d'extension universitaire, dans le cadre d'un programme mis en œuvre par le secrétariat de l'Université du Nord-Est. Nous travaillons depuis des années sur des projets d'extension liés à l'agroécologie. Madame Iglesias dirige ces projets et moi, je l'accompagne en tant que coordinatrice de ces projets-là. L'agroécologie est dans l'air. Pourquoi? Parce que nous, on le transmet depuis l'antenne et il y a quelque chose d'intéressant qui s'est créé. Comme nous sommes sur les terrains avec les producteurs, on y amène les techniciens de l'Institut, on y amène les élèves aussi pour développer des ateliers. J'ai pu mener des entretiens. Donc, sur ce besoin concret, on a pu commencer à donner réponse à ces questions et faire connaître le monde de la campagne à la ville à travers notre émission radio. Nous avons eu des résultats très satisfaisants parce que dans la ville, on commence également à imiter des pratiques agroécologiques, comme par exemple le compostage. Ici, vous pouvez voir le but de notre projet, c'est de renforcer l'activité en agroécologie pour la production de cultures, des engrais verts et inoculation des légumineuses. Les 2 images qu'on peut voir ici, on peut voir sur la première l'ingénieur Carnicer et qui sont auprès des producteurs pour animer un atelier sur compostage. Il y a des actions qui sont articulées avec des producteurs de l'Est de la province de Formosa. Dans cette activité, l'idée c'était d'animer cet atelier de compostage. Puis la deuxième image montre, on est sur des terres de l'Est de la province de Formosa et le thème il était question de planification fourragère. Donc, on présentait cette proposition aux petits producteurs. Comment optimiser leur production et profiter des fourragères qu'ils ont pour leur cheptel. Donc, pour cette activité était menée par l'ingénieure María Elena Castela. Ici,
nous sommes dans la production du compost, qui était une technique agroécologique les plus diffusées depuis toujours. Et ça a éveillé beaucoup d'intérêt, aussi bien chez les producteurs que chez les habitants des villes. On peut voir l'ingénieure Corina Leconti sur l'image du centre. Elle participe à ce projet d'extension universitaire ainsi que l'ingénieur Carnesser. Ils animent des ateliers, mais ils font aussi le suivi. Donc, elle est en train d'observer la pile de compost produit par ce producteur de la province de Formosa. Donc, en début d'année, ils animent l'atelier et à la fin de l'année, on observe le compost produit par les producteurs. Et voilà qu'on fait l'intégration de toutes les pratiques écologiques qu'on donne à voir. Les ateliers sont donnés à la campagne et ensuite on fait le suivi, comme je viens de dire. On allait sur place voir comment ces pratiques étaient développées. Sur l'image en haut, vous pouvez voir le moment où on fait l'émission radio. Donc, c'est à partir de là qu'on communique notre expérience. Sur cette image, il y a 3 élèves à côté de moi. On a des élèves de la faculté, mais c'est important de dire qu'il y a aussi des élèves, des étudiants en vétérinaire, pas seulement en agroécologie. Il y a aussi des élèves de l'Université technologique nationale qui font leurs études sur gestion rurale. Donc, c'est une expérience très riche. On peut aller sur les terrains, interagir avec les producteurs, les étudiants parlent avec eux et eux, ensuite, peuvent diffuser à travers la radio et raconter ce qu'on faisait sur place. Par rapport à l'émission radio, j'aimerais vous dire qu'elle est hebdomadaire et l'émission dure 1 heure et l'émission est diffusée à Corrientes et à Resistencia, qui sont les 2 villes plus importantes de la région. On peut voir sur ces images la production du compost. Comme je vous ai dit au début, c'est vraiment une pratique qui a eu une vraie demande à laquelle on a pu répondre. Il y a d'autres pratiques que les producteurs et les techniciens liés à ces producteurs nous ont demandé, par exemple, d'expliquer ce que c'est que les bio-intrants et parler de biofertilisation, de bio-insecticides et d'inoculation. À présent, on mène un projet qui est lié ponctuellement à ce besoin-là. De la part des petits producteurs, il y a eu des questions et à partir de notre institut et de l'université, on tente de donner suite à ces questions. Et en plus, on diffuse cela auprès de la communauté à travers la radio. Merci beaucoup pour cet espace, de m'avoir permis de vous raconter ce que c'est que l'agroécologie qui est dans l'air. Merci. Merci beaucoup, Natalia, pour cette présentation. Je crois que ce travail est un travail très complet qui montre, comme tu le dis, un projet d'extension universitaire où il y a également de la recherche, où il y a un travail mené avec la communauté, avec d'autres facultés de l'université. Donc, c'est une expérience sans doute différente et très enrichissante.
Nous allons passer maintenant aux questions, aux remarques. Il y a une question pour la docteure Lopez. Comment la gestion des adventices est proposée sous des pratiques agroécologiques pour le coton en termes d'application? Et de même, le lit de couvert pour le maté. Comment gère-t-on ça de manière pratique? Pour ce qui est du coton, je ne connais pas des essais en la matière, mais nous voulons le faire pour des cultures de couvert. Il n'y a pas une pratique qui puisse être utilisable pour tous les agroécosystèmes, aussi bien riziers que cotonniers. On fait des pratiques dans certains points précis. Mettre des poissons, par exemple, dans les cultures de riz. Lorsque le riz est inondé, nous n'avons pas encore essayé cette pratique parce que notre idée, c'est ce que nous voulons pour une gestion agroécologique, comme je vous le disais, c'était de faire un bon travail de surveillance. Pour le riz, faire surveiller les différentes étapes du culture, même la période en jachère. C'est pourquoi on donnait des formations pour que le producteur, les techniciens puissent savoir quelle est la biodiversité des adventices dont ils disposent. À partir de cela et des études que nous menons pour les adventices les plus compliqués, c'est à partir de là que nous pourrions parler d'une gestion. Mais à ce stade-là, on n'est pas encore en mesure de parler de management. Avec ces études, ce que nous souhaitons, c'est de savoir la composition, essayer de favoriser, parce que ce que l'on fait pour pouvoir contrôler les adventices d'une manière agroécologique, il faut défavoriser les conditions qui les rendent possibles. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de créer un milieu défavorable pour l'adventisme. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Pour la gestion agroécologique, ce qui est important aussi, c'est d'étudier le banc de semences. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir anticiper la maîtrise. Donc, lorsqu'on étudie le banc de semences, on peut anticiper. On sait ce qu'on va pouvoir prédire, quel adventice on va avoir lorsque ces conditions favorables vont être réunies. Ça, pour ce qui est du riz, ce que nous voulons, c'est de pouvoir dire quelles sont les espèces que nous appelons des mauvaises herbes, celles qui sont spontanées, mais qui peuvent à une époque de l'année créer un couvert, par exemple lors de la jachère. Pour le riz, la culture du riz est plus difficile puisqu'il faut faire l'inondation. Mais toutes ces études, aussi les études avec les drones, visent à avoir un protocole à l'avenir que les producteurs puissent suivre avec un mappage et quelque chose qui soit plus spécifique à un lieu donné.
C'est ça que je peux vous dire. Ça, c'est le stade dans lequel on est avec toutes ces études. Merci beaucoup, Gabriela. Il y a une autre question. Comment les communautés d'espèces accompagnatrices répondent à la culture de Maté? Comment répondent-elles aux différentes gestions du sol? Ça n'a pas encore été étudié. Nous sommes, avec les études qu'on mène, on tient compte de la gestion. Lorsque toutes ces informations vont être traitées, on aura des résultats, mais on doit d'abord traiter l'information que l'on obtient d'abord. Mais oui, il est clair que le type de gestion va changer. Lorsqu'on fait un couvert végétal, c'est impressionnant comment les adventices diminuent. 40 adventices, parmi 40 adventices, on en voit 3 ou 4. Il y a vraiment une grande différence dans les cultures de couverts. Et lorsque il y a une grande différence aussi quand les rangs sont nettoyés ou lorsqu'on les laisse telles quelles. Mais toutes ces différences, on les traite, toutes ces informations, on les traite. Et pour ce qui est de la culture du maté, ce qui est important, ce sont les connaissances, les savoirs locaux que nous obtenons pour cette culture. C'est le plus enrichissant et c'est pour moi ce qui a une valeur majeure pour l'agroécologie de cette culture. Merci beaucoup, Gabriela. Une question pour Natalia Ambrogio. Comment participent les vétérinaires au projet agroécologique? Est-ce qu'ils intègrent les principes agroécologiques dans l'élevage? Oui. Les étudiants qui ont participé ponctuellement au projet d'agroécologie à Formosa, il y a des remèdes maison, pour ainsi dire, que l'on fait avec de l'ail. Donc, ces questions-là sont diffusées, les recettes faites maison. Et c'était aussi un apprentissage pour nous, pour les agronomes et nos étudiants. Et les gens d'Incupo ont beaucoup d'informations à ce sujet. Donc, on a échangé ces informations et c'était une possibilité concrète d'application pour ces étudiants en vétérinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les écrire par chat. En attendant, je vous remercie. Je remercie les 3 conférencières d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé avec nous vos projets qui sont menés au sein de notre université, à l'extérieur aussi. Nous remercions également le projet Arfagri Puma pour ces espaces d'échange qui renforcent sans doute les liens entre les institutions argentines et françaises. Donc, nous allons garder ces liens, nous allons continuer de travailler ensemble. Il y a une question par rapport à la mobilité vers la France et nous n'avons pas encore d'informations concrètes à ce sujet. Il faudrait voir comment le contexte sanitaire évolue. Avant la pandémie, il y a eu des mobilités. On verra bien ce que l'on peut faire par la suite. Une autre question posée, c'est si on peut appliquer 100% l'agroécologie aux cultures. Quelqu'un ose répondre à cette question?
je peux répondre. L'agroécologie menée sur les cultures, voilà, c'est une discipline qui est très large. Si on fait une culture de couvert végétal, n'est pas faire de l'agroécologie. C'est quelque chose qui est plus large. Il faut laisser de la végétation autochtone, par exemple. Il y a beaucoup de questions qui composent l'agroécologie. Un seul facteur n'est pas suffisant. Il est possible de changer. En Argentine, il y a des endroits qui ont fait cette transition-là. Il faut faire une étude des systèmes. Il faut étudier les composantes, comment ils se relient entre eux. Et à partir de là, on peut changer ce que les intrants qu'on a, les intrants qui polluent. Il faut étudier tout cela, toute cette structure, mais oui, il est possible, il y a des lieux qui ont fait cette transition avec de très bons résultats, mais il faut changer le paradigme de l'agriculture en soi. Cette étude doit tenir compte de chaque agroécosystème. Il n'y a pas de recette, de formule magique. Il y a des études qu'on doit mener dans son agroécosystème et en fonction de ça, il faut mener des changements. Ces changements sont nombreux dans le but d'atteindre une agroécologie comme il faut. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Une autre question pour Natalia Alves. Pourquoi utilise-t-on cette conception circulaire pour les cultures sous les arbres fruitiers? C'est surtout dans le but de pouvoir, d'une certaine manière, évaluer d'une manière plus concrète l'incidence de l'arbre fruitier sur la culture maraîchère. Donc, au début, on avait pensé à le faire autour du périmètre de la cime et d'une façon circulaire qui était un peu originale, mais c'était justement pour garder la forme de l'arbre, de la cime de l'arbre. Ensuite, on a décidé, pour avoir un niveau plus représentatif, avoir un anneau plus près du tronc. On pourrait essayer une forme plus linéaire, ce qui serait plus facile pour un producteur au moment de préparer le sol. C'était une préparation qui était ardue, qui était manuelle, qui a pris beaucoup de temps. Mais on a tenu compte aussi que sous les arbres fruitiers, il y avait beaucoup de racines, de radicelles. Donc, pour éviter de détruire ce sol, c'est pourquoi on a essayé de le garder le plus possible, le milieu sous les arbres. C'est pourquoi on a choisi cette forme-là. Marita, il y a une question à propos du maté. Y a-t-il des études de comportement d'adventices sur la production de maté avec des espèces d'arbres autochtones? On fait actuellement une combinaison d'arbres fruitiers avec le maté, mais l'étude des adventices dans cette combinaison, on n'a pas encore fait. À Misiones, ce qu'on fait
fréquemment et qui donne des résultats satisfaisants, c'est de laisser les arbres autochtones. On sait que le maté est une plante du sous-bois. On laisse donc que des arbres autochtones poussent et le maté donc reste dans son milieu d'origine. Ça, on le fait beaucoup. Ce qui affecte beaucoup, c'est lorsqu'on plante le maté avec des sapins. Et ça diminue beaucoup le prix de l'arbre. Donc, parce que le sapin est une culture qui a été introduite dans la province de Misiones. Mais pour cette combinaison, on n'a pas encore étudié les mauvaises herbes. Il y a encore une question pour Natalia. Est-ce que les monocultures sont compatibles avec l'agroécologie? Les monocultures ne sont pas compatibles avec l'agroécologie. Idéalement, il faut diversifier, c'est-à-dire faire plusieurs cultures et parce que l'agroécologie cherche la diversité. Donc, si nous, on fait de la diversité avec les cultures, plus on laisse des plantes autochtones, donc là, il y a un environnement favorable à l'agroécologie. Si on fait des monocultures, non, ce n'est pas compatible. Même à Misiones, on fait beaucoup actuellement. On intercale le maté avec de la manioc et du maïs. À Misiones, on paye 30% d'avantage pour le maté écologique. Donc, on fait beaucoup. Donc, le prix favorise le fait que les producteurs aillent vers l'agroécologie. Moi, j'étais étonnée de voir le changement dans l'état d'âme, l'état d'esprit des gens. À Misiones, l'agroécologie est en train de se diffuser. Il y a une transition qui est mise en place. Le monoculture simplifie l'environnement. Est-ce que l'agroécologie cherche, c'est à le diversifier? On essaye d'imiter, de calquer la nature. Donc, il faut diversifier. Pour Natalia Alves, 2 questions. Comment avez-vous géré l'eau lors des essais et est-ce que les analyses du sol ont été prises au moment de la récolte? Avez-vous des informations initiales et postérieures à laisser mener par rapport au sol? Par rapport à la gestion de l'eau, on a fait une appréciation visuelle pour voir comment était le sol au moment du semis et pendant le développement de la culture. On a respecté les besoins de la culture à chaque moment du cycle. Nous avions une source d'eau proche dans la parcelle, dans cette partie du terrain expérimental. Donc, l'eau était apportée à partir d'une citerne qu'on avait à partir de la source d'eau et jusqu'aux cultures. On arrosait avec des tuyaux d'arrosage
Et pour les analyses du sol, oui, elles ont été, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais l'analyse était menée au départ, avant que les cultures ne soient introduites. Et ceci nous a permis, au moment d'évaluer les résultats, de pouvoir tirer des conclusions telles sous le nèfle, il y avait une grande quantité de calcium, si cela influençait ou pas les pois ou les radis. Ce que nous n'avons pas fait, c'est justement faire une analyse après la récolte pour savoir quel était l'état du sol après. Ce résultat, il faut l'avoir pour savoir ce que la feuille morte apportait d'une manière naturelle, si cela avait une influence directe qui pouvait être reflétée dans le développement de la culture ou la maturité des fruits. Cette analyse-là postérieure va être menée dans le cadre de notre étude sûrement. Merci beaucoup, Natalia. Merci beaucoup à tout le monde pour vos questions, pour votre participation, pour votre intérêt. Nous avons avec nous la professeure de français de l'Hérarchia qui a une convention avec le lycée français pour des mobilités étudiantes et aussi des mobilités des professeurs. Donc, il y a des participants étudiants et ils sont contents de participer à cette conférence. Nous les remercions. On arrive donc à la fin. Patrice, merci beaucoup Maria, merci aux 3 conférencières. Je vais conclure en français. Est programmé le 9 novembre avec une intervention d'Uni La Salle qui s'intitule Réduction. Salle que se llama Reducción de la erosión del suelo en las planas limosas gracias a una herramienta ecológica, los setos herbáceos. Tous et à très bientôt.